bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de votre première édition de la semaine. En ouverture de ce journal, direction Washington pour y découvrir les Peter Benchley Awards. Nous reviendrons sur le cycle de conférences de la Maison des Océans à Paris. Et enfin, nous terminerons avec votre magazine sport en fin de journal. Ils font référence dans le domaine de la lutte pour la préservation de l'environnement marin. Les Peter Benchley Awards ont été décernés à Washington et cette année, le souverain figure au palmarès. Un reportage de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Il a connu le succès en écrivant un livre ensuite porté à l'écran qui a marqué toute une génération. L'Américain Peter Benchley, décédé en 2006, était l'auteur des Dents de la mer et il a très rapidement, amèrement regretté ce succès littéraire et cinématographique, lui qui s'est passionné ensuite tout au long de sa vie pour les requins, à qui il a involontairement fait une mauvaise publicité. 8 ans après son décès, son épouse Wendy perpétue sa mémoire en organisant chaque année une remise de prix mettant à l'honneur des personnalités qui contribuent par leurs actions à la sauvegarde des mers et des océans et de toutes les espèces qui les peuplent. Juste après les Dents de la mer, Peter et moi avons été invités à aller en Australie pour nager avec les grands requins blancs et ils étaient tellement magnifiques. Après cela, nous avons parcouru le monde. Nous avons appris beaucoup des scientifiques, des océanographes sur ce qui arrive aux océans. Et très rapidement, nous avons réalisé que les océans étaient en danger et que nous voulions trouver des solutions. Quand Peter et moi voyagions à travers le monde, nous avons rencontré des centaines de scientifiques, d'activistes, des jeunes, des politiciens, qui faisaient de très belles choses pour les océans. Et nous nous sommes souvent dit, ils ne sont pas mis en avant, ils ne sont pas connus, et nous devons leur donner un coup de pouce. And give them that kind of a boost. Welcome to the 8th Annual Peter Benchley Ocean Awards. Les Peter Benchley Awards sont un petit peu pour la protection des océans et la conservation des zones maritimes, des zones côtières maritimes, ce que sont les Academy Awards du cinéma ici aux États-Unis. Bon, bien sûr, elles viennent couronner un summit qui est le Blue Vision Summit, qui est aussi une plateforme intéressante parce qu'elle réunit des politiciens, des législateurs, des activistes, des NGO, qui se rencontrent peut-être pour la première fois, qui échangent des idées, mais elle sert aussi de plateforme pour vraiment faire des changements à un niveau politique, sur tout ce qui touche la politique maritime et la politique environnementale. 7 catégories au total permettent de mettre en lumière le travail de chercheurs ou l'engagement de personnalités pour protéger les océans. Cette année, le prince Albert II a reçu l'un de ces prix. Le chef d'État et homme de terrain proche des milieux scientifiques a été distingué pour son importante contribution depuis de nombreuses années maintenant. J'aimerais qu'il y avait beaucoup plus de chefs d'État comme le prince Albert, qui est, à mon avis, le plus grand avocat pour la mer dans les leaders du monde. Il y a des centaines de milliers de scientifiques qui nous donnent des données scientifiques, qui nous informent de ce qu'il se passe dans les océans. Mais c'est des leaders comme le prince Albert qui ont l'influence pour traduire ces données scientifiques dans le domaine politique, dans le domaine des décisions. Les lauréats des Peter Benchley Awards viennent d'horizons très divers, politiques pour le prince Albert II ou John Kerry, économiques pour d'autres comme le rédacteur en chef de The Economist, ou scientifiques à l'image de Daniel Pauly qui a mis en évidence les effets dévastateurs de la surpêche sur l'environnement marin. Je fais des études sur les pêcheries, l'effet des pêcheries sur les océans globaux. Et je ne fais pas beaucoup de travail sur le terrain parce que évidemment, si vous travaillez sur un village ou sur l'autre, ça ne va pas vous dire quoi que ce soit sur les pêcheries mondiales. J'ai toute une équipe qui travaille sur la comparaison des différents pays, des différentes flottilles, et j'ai pu obtenir une vision globale qui est documentée sur un site web de l'effet des pêches sur les écosystèmes marins. Madison Stewart, surnommée Pip, est quant à elle la plus jeune lauréate de ces prix. Elle n'a que 21 ans et depuis ses 8 ans, elle milite pour la sauvegarde des requins et fait partie de la génération montante des nouveaux explorateurs des mondes marins. Aucune autre créature ne m'a fait un tel effet.
Je suis tout de suite tombée amoureuse des requins et très jeune, j'ai senti qu'il fallait les protéger des mauvaises choses qui les menaçaient. Ni les dauphins ni les tortues ne sont victimes de cela. Ils sont menacés, mais les gens ne les détestent pas. Nous avons peur des requins car nous ne les connaissons pas. Si les gens les rencontraient, ils auraient une idée différente, mais la peur qui les entoure les place dans un cercle infernal. Personnellement, j'ai toujours tout fait pour eux, et maintenant je veux motiver le plus grand nombre derrière moi. Tout le monde peut aider les requins. Et pour aller plus loin dans la réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour la sauvegarde des mers et des océans, Wendy Benchley a souhaité également organiser en marge de cette remise de prix un forum avec pour toile de fond l'horizon 2050 et le triste sort qu'il pourrait réserver au milieu marin si rien n'est fait rapidement. Maintenant, nous savons. Alors qu'avant, nous étions dans l'ignorance. Agir maintenant aurait un impact formidable sur ce qui est à venir. Ça a toujours été vrai, mais ça l'est encore plus aujourd'hui au début du XXIe siècle. Pour comprendre ce que sera le monde en 2050, revenons 50 ans plus tôt. Où en étions-nous en 1960 ? Que savions-nous alors ? Qui n'aurions-nous ? À l'époque, nous pensions que les océans étaient bien trop grands pour souffrir. Nous pouvions tout prendre dans les océans. Nous ne savions pas que les continents bougeaient, que la glace allait fondre. Nous ne savions pas que le carbone rejeté dans l'atmosphère aurait un tel impact. Aujourd'hui, nous en avons les preuves. Dans 50 ans, si nous continuons comme cela, nous aggraverons la situation. Les coraux disparaîtront. À ce rythme, dans 50 ans, il n'y en aura plus. Tous les participants autour du prince Albert II ont fondé beaucoup d'espoir sur la prochaine grande échéance internationale qui interviendra à la fin de l'année à Paris. La COP21, la conférence climat, réunira en France les dirigeants du monde entier sous l'égide des Nations Unies. Il y sera bien sûr question des océans puisque ces derniers contribuent eux aussi à la régulation du climat. L'objectif est bien de remettre les mers et océans au cœur des débats pour réinventer notre modèle de développement et plus généralement réinventer notre lien avec la nature. Vous venez donc de le voir, le prince Albert II vient de recevoir ce prix prestigieux dans le domaine de l'environnement. Un encouragement et une reconnaissance pour le travail de la principauté au cours de ces dernières années. Je vous propose d'écouter le souverain. J'étais très honoré et très touché de recevoir ce prix qui est un des prix prestigieux en ce qui concerne la conservation des espèces et des océans. Vous avez vu, il y avait d'autres nominés et d'autres récipiendaires qui étaient des personnalités très fortes et qui se sont engagées depuis très longtemps pour la lutte pour préserver les océans. Et je crois que cette fondation, Peter Benchley, accomplit un travail tout à fait remarquable sur toutes les mers du monde. Et oui, c'est une reconnaissance pour le travail accompli par la Fondation depuis quelques années maintenant, mais aussi les autres institutions en principauté, comme le musée océanographique et l'État monégasque, et toutes les actions qu'on a pu mener en faveur de la Méditerranée, mais pas uniquement, bien au-delà de la Méditerranée, dans les programmes auxquels on a pu être associé. Alors vous avez évoqué ces autres récipiendaires, ils venaient d'horizons tous très différents, des politiques, des scientifiques, une jeune fille de 21 ans, une activiste incroyable. Il y a eu un forum qui a précédé la remise des prix, qui évoquait l'avenir des océans d'ici 2050. C'est un combat effectivement global lorsque l'on voit toutes ces parties prenantes pour préserver les mers et océans. Absolument, c'est une préoccupation qui doit guider nos actions où que l'on soit dans le monde. Et je crois que, alors il a été beaucoup question, bien sûr, des zones qui sont encore vastes et qu'il faut préserver, comme la haute mer, mais que ce soit en Atlantique ou dans le Pacifique. Il a été beaucoup question du Pacifique, mais sur toutes les mers du monde, là où il y a des zones à protéger, eh bien, il faut que l'on mette
tous les moyens et toutes les personnes qui sont concernées par ces grands enjeux et par la mise en place de mesures de protection, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, ou que ce soit au niveau de la société civile ou de la communauté scientifique. Eh bien, il faut que tout le monde puisse agir ensemble et de concert, car il ne faut plus perdre de temps. Et des États-Unis, direction la capitale, l'Institut océanographique de Paris poursuit son cycle de conférences. Cette fois-ci, il était question de débattre autour de l'érosion des côtes. Sandrine Nègre vous en dit plus. Manche, Méditerranée, Atlantique, sans parler bien sûr des mers et océans qui bordent plusieurs départements et territoires d'outre-mer. La France a de très larges façades maritimes, autant dire donc que l'érosion des côtes est un sujet vaste et étroitement lié à l'avenir de son littoral. Un littoral qui évolue sans cesse, déplacement des sédiments, tempêtes, empreintes de l'homme, comme le bétonnage et les constructions. Cette conférence avait donc pour objectif d'évoquer l'érosion des côtes de l'Hexagone, les transformations du relief. Pour l'Institut océanographique, dans cette série de conférences, on aime bien prendre des sujets qui relèvent souvent de l'émerveillement. On ne se lasse jamais de la beauté des paysages ou des espèces marines, mais aussi d'interroger des sujets où on sent une petite tension entre l'homme et la nature. Ça avait été le cas, par exemple, avec les requins et cette confrontation avec un animal fascinant et parfois un peu dangereux et gênant. Et là, finalement, on retrouve un petit peu la même chose avec ces côtes que l'on pense maîtriser, que l'on pense pouvoir figer dans la beauté des paysages ou dans leur urbanisation, en négligeant souvent le fait qu'en face, on a un milieu naturel, un milieu sauvage, la mer, avec beaucoup d'énergie, et qui vient souvent contrecarrer nos belles idées et mettre en défaut ce que nous pensons être une maîtrise. Yvonne Bathiot-Quenet et Patrick Dazin, les deux conférenciers, observent et étudient depuis des années l'évolution de ces côtes. Il faut dire qu'ils sont aux premières loges. Patrick Dazin dirige le département de la gestion patrimoniale du Conservatoire du Littoral. Yvonne Bathiot-Quenet préside l'EUCC France, le réseau européen des littoraux. Des plans d'action ont vu le jour, des initiatives sont prises pour trouver des solutions. On a envie qu'il s'adresse à tous ceux qui vivent la mer et qui sont confrontés à la mer. Les touristes, évidemment, et je pense que ce soir, peut-être qu'on aura parmi nos invités des gens qui, dès demain, seront au bord de la mer dans des zones touchées par l'érosion. Mais au-delà du public ce soir, on a envie aussi de sensibiliser les décideurs, ceux qui aujourd'hui sont confrontés à la gestion du problème de l'érosion des côtes, pour soutenir des idées véritablement d'une gestion plus souple, où la puissance publique accepte aujourd'hui d'assumer, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années, d'assumer cette flexibilité, d'assumer le fait de relâcher un peu de terrain à la mer pour vivre de façon plus respectueuse, plus souple avec la nature. Et difficile bien sûr de parler du littoral, des mers et des océans sans évoquer les conséquences et l'impact des changements climatiques, car l'érosion est vraisemblablement liée directement ou indirectement à ces changements. Le climat qui sera d'ailleurs au cœur de la grande conférence de la COP21 à Paris en fin d'année. Mais avant de refermer ce journal, parlons cinéma et musique. Les archives audiovisuelles de Monaco, en partenariat avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, proposent le 14 juin prochain un film muet intitulé « Folie de femme ». Les explications de Fabien Bonilla. Un monument du cinéma muet tourné par Erich von Stroheim en 1921, sorti en 1922. Folie de femme a été pour l'époque le premier film à gros budget, $1 million, 1 an de tournage, 320 bobines, alors que pour un film à l'époque il en fallait moins d'une dizaine. L'action se situe à Monte-Carlo, pourtant ce film n'a pas été tourné à Monaco. Les décors ont été reconstitués en studio sur la côte californienne par Universal. C'est une histoire assez compliquée, l'histoire d'un faux comte russe immigré à Monte-Carlo et qui, avec deux intrigantes, essaye de détrousser les fortunes qui se trouvent à Monaco à cette époque. Alors le film a un côté très ironique puisque
À la fois, il traite de la cruauté du monde et en premier lieu de l'être humain, corruptible, sale, méchant. Et en même temps, il y a un décalage ironique parce qu'Eric von Stroheim est très conscient de cela, et il y a même des petites notations qui font sourire dans le film, mais le propos est assez cruel. La projection de ce film dans la salle Garnier constitue une première à double titre. La première, c'est que va être projetée une restauration de la Cineteca di Bologna que l'on a fait tirer expressément pour la projection. Et la deuxième raison pour laquelle c'est un événement, c'est que l'Orchestre Philharmonique, qui va accompagner ce film, va jouer une partition musicale qui a été commandée par l'orchestre à un compositeur qui s'appelle Marco Taralli. Donc c'est une première mondiale. Folie de femme dure 1h40 et sera projetée en exclusivité le dimanche 14 juin à 18h dans la salle de l'Opéra Garnier. Et en bref, dans le reste de l'actualité monégasque, direction l'Italie, Milan plus précisément, où se déroule l'exposition universelle 2015. Depuis le 1er mai, le pavillon Monaco a reçu 40 000 visiteurs. À ce stade, il s'agit déjà d'un beau succès. Autour de la thématique « Nourrir la planète, énergie pour la vie », le pavillon illustre ainsi les actions du gouvernement princier en matière de solidarité, de protection de l'environnement et de développement d'une croissance verte. La principauté s'est appliquée à jouer l'exercice de l'interprétation grâce au libellé « L'excellence solidaire, nourrir le monde autrement ». Et sachez que le souverain et le ministre d'État, Michel Roger, se rendront sur place le 9 juin prochain. À présent, je vous propose de découvrir les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, du beau temps avec quelques nuages insignifiants au programme et des températures qui iront de 19 à 22 degrés. Mercredi, toujours du soleil avec un vent faible et un mercure en hausse. Jeudi, des nuages avec un risque d'averse dans la matinée et un thermomètre allant de 17 à 22 degrés. Et enfin, vendredi, retour du soleil avec une maximale de 22 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.